Cette semaine, à Info.tvc, on reçoit Xavier Dionne, un jeune homme de 19 ans qui se présente comme conseiller municipal à la ville d'Amqui. Il y a aussi Maxime Blanchet-Jonca qui nous parle un peu de son été qu'il a passé dans la vallée de la Matapédia quand il a sillonné un peu les festivals et les activités du coin. Caroline Pelletier vient aussi nous parler de son prix du bénévolat en loisirs et en sport $Morin qu'elle a reçu dernièrement. La caserne des jeunes de Lac-aux-Saumons fête ses 20 ans, donc on s'entretient avec la directrice, avec un membre du CA, une très, très belle entrevue. Mais on commence avec Odile Roy qui vient nous parler du fait qu'il y a une publication Facebook qui disait que la ville de Cour-Abscal était peut-être plus dans le pétrin financièrement que ce qu'elle l'est pour de vrai. On regarde ça. Une publication sur les réseaux sociaux indiquant que la ville de Cour-Abscal aurait un taux d'endettement de 280 % a vivement fait réagir les citoyens. J'ai décidé de venir rencontrer Mme Odile Roy, mairesse de Cour-Abscal, afin d'en savoir plus sur le sujet. Merci beaucoup, Mme Roy, de me recevoir pour parler de cette publication sur les réseaux sociaux qui a quand même fait beaucoup réagir, qui dit que la ville de Cour-Abscal serait très endettée. Premièrement, est-ce que vous avez vu cette publication-là? Comment vous avez appris la nouvelle? Comment j'ai appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle au marché Richelieu, à notre épicerie de Cour-Abscal, par une citoyenne. « Hey, Odile, t'as-tu vu, là? Regarde, ça vient de passer dans la presse, etc. » Puis sur les réseaux sociaux. Oui, sur la page des anciens de Cour-Abscal. Les anciens de Cour-Abscal. Ça fait que là, je me suis dépêchée à sortir de l'épicerie pour m'asseoir dans mon auto puis regarder ça. Ouf, j'étais estomaquée. J'ai dit, mon Dieu, comment il a fait pour dire ça, lui? C'est quoi son affaire? C'est quoi les infos? Ça fait qu'aujourd'hui, Carl, on est ici ensemble pour jaser ça, puis donner de l'information à mes citoyens, à toute ma municipalité, puis aussi à la MRC, là. Puis là, donc, ces chiffres-là, c'est pas nécessairement, ça reflète pas nécessairement la réalité de ce que je peux comprendre. Vous avez fait vos recherches. En fait, la première chose que vous avez faite en revenant au bureau, après avoir vu ça, ça a été quoi? Ça a été quoi? C'est que j'ai contacté tout de suite notre firme comptable, qui est ma lettre. Puis, Christian était en vacances. Fait qu'à son retour de vacances, on s'est parlé lundi de cette semaine. Puis, il m'a tout expliqué. Okay. Il m'a expliqué que notre dette à gérer de la ville de Cour-Abscal est de 10,4 millions net. Okay. Ce qui veut dire 182 %. Fait qu'on est loin du 280 % annoncé. Oui, on est loin du 280 % annoncé. Puis je pense que c'est très important de dire l'information, la bonne information. Ce que je vais faire un petit commentaire, Carl. Ce que je déplore un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est des fois, c'est du n'importe quoi. Mais ceux qui ont des questions à poser, ils devraient aller aux sources, sur certaines. Mais ce qu'ils ne font pas, là. Je peux te donner un petit détail un petit peu de ce qui correspond à notre dette du 10,4 millions. Oui. C'est parce que, c'est sûr on paye, on a une quote-part qu'on paie à la MRC pour les parcs éoliens et la Régie du Bas-Saint-Laurent. Mais sur ça, nous avons des redevances. Ensuite, je peux te dire aussi, ce qui dépend de cette dette-là, nous avons eu des gros projets, si je recule de 3-4 ans. Même, je te dirais, on a un projet en 2012 qui est encore, on paye encore pour ce projet-là qui a été fait. Puis nos infrastructures, si on ne fait rien, on n'a rien. Puis les citoyens, bien, quand les routes sont pas belles, bien, on le sait, hein? Puis quand c'est pas beau, on le sait aussi. Ça fait que on a réalisé les trois gros projets depuis quelques années. Si je prends la rue Saint-Jean-Baptiste, 11 millions.
J'imagine qu'il y a une partie qui est payée par les différents paliers de gouvernement quand même. Oui, mais si on l'aurait fait là, v'là quelques années, là, ou bien commencé, là, v'là 5 ans, 6 ans, 10 ans, dans ce temps-là, je pense, si je me rappelle bien, elle nous aurait coûté 3 millions. Ouais, les coûts ont vraiment augmenté beaucoup. Les coûts ont augmenté. Mais nous, elle nous coûte 11 millions. Ensuite, j'ai le rang 2, la phase 1, qui nous coûte 3 789 000. Et la phase 1, qui nous coûte 5 325 000. Ça fait qu'on a mis beaucoup de sous dans les infrastructures, puis tous les coûts ont augmenté. Hein? Tu sais, je veux dire, v'là, comme je te disais, v'là 10 ans, ça aurait coûté moins cher que là. Ouais. Tu sais? Puis ensuite, la dette de l'Arena, qui a été contractée en 2012, qui était un montant de 2,9 millions. Puis là, en 2025, il nous reste à payer 1 168 000. OK. Fait que, dans le fond, c'est beaucoup des gros projets, là, ces endettements-là, puis donc ils sont quand même très justifiés. Oui, puis j'ai élaboré les plus gros, parce qu'on a la caserne de pompiers. Tu sais qu'on paye, mais je ne peux pas te donner le montant, là, qu'on paye encore. Puis ensuite de ça, la rue Blanchard. Si une ville veut avancer, c'est certain qu'il faut qu'elle place ses priorités. Mais pour les routes, on n'avait pas le choix, là. Vraiment pas le choix. Puis je voudrais, en terminant, Carl, si tu permets, je voudrais dire à mes citoyens, ma municipalité, les autres municipalités, s'ils veulent vérifier notre budget, puis les états financiers sont sur nos procès-verbaux, notre procès-verbaux, puis il n'y a rien de caché, là. Moi, je suis une personne transparente. Suite à l'audit de la Commission municipale du Québec, nous avons mis en place un plan d'action sur 3 ans qui a été approuvé par ceux-ci. OK. Ça fait que vous voyez que la transparence est là. Ouais. Fait que, on a fait un plan d'action. Puis, regarde, qui a le voir sur nos procès-verbaux, puis ils vont tout voir, là, lors des séances. Puis les séances sont publiques, puis ils sont enregistrés à la ville de Cosape-Scales. Ça fait qu'ils ont juste à aller voir avant de se poser des questions, puis d'aller sur les réseaux sociaux, puis pas parler à la bonne personne. Puis moi, je suis là. Je suis là pour mes citoyens de ma municipalité. S'ils ont des questions à poser, là, qui concernent la ville, là, c'est moi. Si je ne suis pas capable de répondre, faites-vous-en pas, je vais trouver la réponse. Je vais communiquer avec la personne ou la personne qui se doit va vous répondre. Merci beaucoup, Mme Roy. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Carl. Je te souhaite une belle journée. Merci. Xavier Dionne, un jeune homme qui veut s'impliquer dans sa communauté, est venu nous expliquer pourquoi il se présente comme conseiller municipal dans le district 5 de la ville d'Amqui. On s'en va voir ça. Parfait. Merci beaucoup, Xavier, d'être avec nous aujourd'hui. Tu te présentes comme conseiller municipal au district 5 de la ville d'Amqui. Ouais. Je veux savoir, premièrement, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en politique municipale à ton âge? Parce que tu as juste 19 ans. Oui, ben dans le fond, ce qui m'a vraiment ce qui m'a donné le goût de me lancer, c'est vraiment que mon jeune âge, je pense que c'est important d'avoir toutes sortes de clientèle un petit peu, là, de toutes sortes d'âges, filles, gars. Je pense que c'est important. J'ai beaucoup d'idées. Je m'implique beaucoup depuis plusieurs années à la ville, pas à la ville d'Amqui, mais dans la ville. Dans mon tournoi de hockey-ball, j'ai été bénévole de l'année en 2023. La politique a toujours été quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Fait que je me suis dit, pourquoi pas me lancer vraiment dans ma carrière de pas politicien, mais dans une carrière politique. Puis je me faisais souvent intercepter dans la rue ou au magasin pour me dire c'est quand tu te lances. Une couple de mois, j'ai vraiment commencé à regarder c'est quoi.
c'est quoi que ça implique, c'est quoi que... Puis j'ai fait comme, je pense, c'est vraiment moi. Je pense que j'étais à ma place là-dedans, puis je vais pouvoir amener mes idées, puis brasser un petit peu les cartes de temps en temps quand il faut le faire, puis acquérir de l'expérience dans tout ça. En fait, y a-t-il des enjeux ou des dossiers en particulier dans la région qui te touchent en particulier? Pas en particulier. Je sais qu'il y a des choses qu'il faut, comme toute chose, là, je pense qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins. Je veux beaucoup être à l'écoute des gens, voir c'est quoi leurs préoccupations, de savoir c'est quoi qu'eux autres voient. Des fois, c'est pas nécessairement les gens dans le conseil, c'est d'autres mondes qui t'amènent des points, puis tu fais comme, j'avais pas pensé de même. Puis, mais j'ai pas de préoccupation en ce moment. Je pense que je vais y aller comme ça vient. Puis en allant sur le terrain, je pense que je vais faire mes propres conclusions aussi. Donc, tu vas commencer par amadouer un peu ton rôle savoir avant c'est quoi. De prendre des positions là, claires. Avant de dire, tu sais, j'ai pas de point que je veux changer demain matin, puis je pense que ça fonctionne pas comme ça non plus de toute façon. Là. Mais je vais commencer à y aller un peu jour le jour aussi, puis après ça, je vais faire ma place, puis je vais plus me lancer. Super. Puis quand les gens apprennent ton âge, là, un jeune de 19 ans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font-tu comme, mon Dieu, t'es trop jeune? Ou ben non? J'aime les réactions des gens. J'aime vraiment ça. Les gens qui me connaissent sont pas nécessairement surpris parce qu'ils savent que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les gens qui me connaissent moins un peu me demandent tout le temps mon âge au début parce qu'ils savent qu'ils sont jeunes. Mais je suis agréablement surpris de la réaction des gens. Les gens sont beaucoup. Ça prend des jeunes, ça prend de la relève parce que s'il n'y en a pas, pas de relève veut dire plus rien après. Là. Mais je pense que les gens sont agréablement surpris. Ouais. Okay. Puis moi, je trouve ça plaisant de voir ça aussi, que les gens... L'acceptation aussi, c'est quelque chose d'important. Puis je pense que c'est mission accomplie là-dessus. Puis comment tu envisages ton rôle au sein du conseil en tant que, justement, un jeune homme de ton âge? Tu vas essayer d'imposer ta place un peu pour te faire prendre plus au sérieux? Parce que c'est... moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect pour l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Dans le hockey, c'est la même chose. Il faut que tu aies du respect envers les gens qui ont de l'expérience que tu n'as pas. Mais je pense qu'il faut quand même accepter ceux qui n'en ont pas et qui veulent en acquérir. Ça, je pense que c'est aussi important un de l'autre. Je n'ai pas vraiment de plan pour me dire comment je vais faire ma place, mais je pense que je suis quelqu'un qui est capable de s'adapter malgré tout, mais je suis aussi quelqu'un qui est capable de faire sa place. Fait que je pense que le mélange des deux devrait être un bon combiné dans les deux. Okay. Ouais. Puis si jamais tu aurais un message à envoyer aux jeunes qui voudraient se présenter en politique ou s'intéresser au moins à la politique. Oui, faites-le, c'est quelque chose. Il ne faut pas avoir de gêne là-dedans. C'est comme toute chose. Si tu es passionné par ça, c'est quelque chose qui est il n'y a pas de limite. Je veux dire, c'est important, premièrement. Là. J'aime mieux quelqu'un qui va s'affirmer et qui va se présenter, qui va se dire, moi, je vais me présenter pour que ça change, que quelqu'un qui est dans son salon puis qui chiale puis qui ne va pas voter puis qui s'implique moindrement. Moi, les gens qui se présentent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ont tout mon respect. Là. Ben oui. Parce que on s'entend que c'est presque du bénévolat, parce que c'est pas payé, c'est pas un salaire. Faut pas faire ça pour l'argent. Non, effectivement, c'est ça. C'est surtout de l'Amqui, c'est pas si pire, là, mais il y a des villages où c'est pas grand-chose. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Ben oui. Puis ça se voit, quelqu'un qui fait les choses pour les bonnes raisons, là, je pense que c'est dans tout, là, ça se voit. Je pense que moi, je fais pas ça pour l'argent, pas tout, parce que je me dis, c'est... Je le faisais en tant que bénévole. C'est sûr, c'est pas les mêmes choses. Je ne sais pas conseiller en tant que bénévole, mais je pense que je fais ça pour les bonnes raisons. Puis je fais ça pour aussi montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur, comme on disait tantôt, de se lancer. Ça peut être imposant. Au début, tu peux faire comme c'est un gros monde, la politique. Là. Mais moi, je le vois pas nécessairement comme de la politique. Je le vois comme... Parce que la politique, c'est comme je dis, c'est un terme qui fait peur. Quand tu en parles, les gens sont comme « Ah, j'aime pas ça. » Mais c'est pas juste surtout ça. Que la politique municipale, c'est pas, on va dire, sexy. Là, non, c'est ça. C'est pas comme on voit à télé. C'est un autre monde. C'est la politique municipale, c'est ce qui rejoint directement les gens. C'est l'état des routes, c'est les taxes qu'on paye à chaque année. C'est vraiment, ça touche directement les gens. Puis je pense que c'est important. C'est pour ça qu'il faut se lancer. Il faut avoir je dirais pas le courage, parce que c'est pas une question de courage, mais je pense que la volonté de le faire est très importante. Parfait. Mais je te souhaite une bonne chance, Xavier. Merci beaucoup. Fait qu'on surveille ça de proche. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bye. J'adore être une vainqueur. Je fais partie du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. Le programme Les Vainqueurs aide les enfants amputés comme moi. Il me fournit les prothèses dont j'ai besoin pour mes activités du quotidien.
J'ai accès en tout temps à du soutien et à des ressources sur la vie avec une amputation. Je peux rencontrer d'autres enfants qui me ressemblent. Grâce à vos dons à l'Association des amputés de cœur, les possibilités pour les enfants amputés sont infinies. Merci! C'était la première été pour Maxime Blanchet-Jonca en tant que député de la vallée de la Matapédia. On a décidé de lui en parler pour faire un peu sur son retour de ses présences dans la région, pour voir quel était son feeling auprès des gens, quelles étaient ses activités chouchou qu'il a préférées. Donc, et aussi, on va bifurquer un petit peu sur Post Canada à la fin pour voir où est-ce que ça en est. Donc, on regarde ça. Merci beaucoup, Maxime, d'être avec nous. Dans le fond, je suis là t'inviter pour qu'on fasse un petit récapitulatif de ton été. Tu as visité un petit peu la Matapédia. Tu as été voir plusieurs événements, des festivals. Puis là, je veux savoir, est-ce que tu as eu un petit coup de cœur quand tu es passé dans la vallée? Là? J'en ai eu plusieurs, il faut le dire, hein, quand même, pour que les gens comprennent bien. Le Parlement arrête de siéger juste un peu avant la Saint-Jean, donc la fête nationale, le 24 juin, quelques jours avant ça. Puis, on reprend les travaux parlementaires à Ottawa, donc à la mi-septembre. Fait que c'est une période, mois de juillet, mois d'août, qui ça va assez vite. Les gens sont en vacances. C'est pas tout le monde qui est disponible non plus pour accueillir le député, mais je me fais toujours un devoir là, de tenter d'être présent à différents événements, des festivals. J'ai pas pu tout voir, mais certainement que je vais poursuivre là, ma visite au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais oui, j'ai eu des coups de cœur, évidemment. J'ai pu visiter le site Matamaja, à Cause-Obscale. C'est quand même un site assez incroyable sur le plan historique, le patrimoine. Puis par la bande, ben, récemment, on a eu la bonne nouvelle. Le site Matamaja a gagné le prix Oui, oui. donc à Culture Bas-Saint-Laurent. Ça démontre là, notamment là, l'ampleur du travail qui est effectué par l'équipe, par toute l'équipe, mais aussi tout je dirais, le côté patrimonial également, mais aussi toute la valeur du site. Donc, quand tu gagnes le meilleur site donc culturel dans toute la région du Bas-Saint-Laurent, je pense que c'est une grande fierté pour les gens de la Matapédia, puis tout pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est sûr que ça a été vraiment un coup de cœur pour moi qui est un amoureux de l'histoire, de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Fait que ça, c'est une belle réussite. Mais je dirais que j'en aurais plusieurs, là, parce que j'ai visité, bien sûr, je suis allé à Sébec notamment. Et quand on passe devant la municipalité, on le voit sur la route, l'église de Sébec, c'est quand même spectaculaire. J'ai été visiter la gare, notamment la vieille gare, que les gens se sont pris en main pour conserver ce bâtiment-là patrimonial aussi. J'étais accompagné du maire, donc toute l'équipe aussi, ça c'était quand même assez spectaculaire. Et je vous donne un autre exemple d'événement qu'on peut faire à titre de député. Une inauguration, notamment d'un camping, donc la phase de développement de camping à Valbriand. Ça aussi, c'est un attrait touristique. Donc moi, je vois là, qu'il y a du dynamisme chez les gens de la Matapédia, puis ça paraît, là, les gens se sont structurés, ils ont une vision, ils ont des projets. Puis encore là, sans pouvoir nommer l'ensemble là, des territoires que j'ai visités dans tout mon été, mais ça a conclu dernièrement. Je sors un petit peu en dehors de la période estivale, mais je pense que c'est une très belle réussite qu'il faut que je nomme. C'est à la ville d'Amqui. Oui. Donc, j'étais présent dernièrement pour l'inauguration de la nouvelle hôtel de ville, puis aussi de tout l'espace récréo-touristique, là. T'as même essayé de faire quelques paniers, hein? J'espère que vous avez ça sur caméra ou quelqu'un un peu J'ai des photos. J'ai pas, malheureusement de vidéo de ça, mais j'ai des photos, oui. En tout cas, ça m'a ramené à mon jeune temps lorsque je jouais au mini basket. Donc, pour dire aux gens, j'ai réussi un panier d'un coup. Donc, c'était bien drôle. Mais donc, oui, il y a le nouveau terrain de basket, Oui. mais aussi de planche à roulettes, donc le skate park. Moi, je pense que ça aussi, là, ça démontre que la ville développe pour la communauté d'avoir des endroits qu'on peut se rassembler, avoir du plaisir pour les gens de tous les âges. Puis je pense aussi à l'hôtel de ville, là, c'était pas un luxe non plus. Non, vraiment pas. Expliquais, là, la scène hôtel de ville. Donc, c'est bon d'avoir un espace que les gens qui travaillent donc à la ville puissent évoluer dans un environnement qui est plus favorable. Mais aussi, j'ai compris que c'est bon pour les citoyens également. C'est-à-dire, quand tu veux aller poser des questions ou juste payer ton compte de taxes ou faire des rencontres avec des gens à la ville,
ben, c'est bon de le faire dans des endroits qui sont plus favorables. Puis j'ai compris que c'est ça. Il manquait un petit peu d'espace auparavant. Fait que c'est gagnant pour tout le monde, autant pour la population. Puis moi, je suis fier de dire qu'effectivement, là, il y a eu une contribution du gouvernement fédéral par l'entremise du programme Nouveaux Horizons là, pour donc j'allais dire le bloc sanitaire à l'extérieur. Oui. Fait que moi, je félicite l'ensemble des gens qui ont participé au projet. Puis quand on a fait l'inauguration, ben, c'est là qu'on prend conscience aussi là, de dire que ça s'est pas fait en 2, 3 ans ou en claquant des doigts. Là. On parle de plusieurs années. Là. Oh, oui. Donc, de patience, puis de persévérance, puis de faire les travaux. Fait que c'est une belle, tout ça pour dire que c'est une belle réussite collective. Puis moi, j'ai vu ça aux quatre coins de la Matapédia cet été. Je vous ai nommé quelques exemples là, de coups de cœur ou de visites que j'ai eues d'entreprise. Là. Mais on voit que il y a du dynamisme, il y a une volonté également, qu'il y a des gens qui veulent développer leur coin de Oui. pays. Puis ça, c'est vraiment à titre de député quelque chose qui me rend très fier. J'ai eu des visites d'entreprise, notamment aussi dans le cadre du programme d'emploi d'été Canada. Je pense notamment au groupe TAC, là, notamment Oui, oui. ça aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose que des fois des gens connaissent là, à première vue, mais Stamkoui aussi, là, Ouais, des ce qu'on appelait gens. Donc, avant Alliance, là, dans le fond, Alliance ouais, 9000. Là. Ouais. ouais, Alias 9000, pour que les gens comprennent aussi, bon, c'est une entreprise c'est un pôle d'économie sociale, on peut se le Mhm. dire, là. Oui. Donc, des gens qui sont en insertion d'emploi, donc, tu sais, ça permet de dynamiser le travail pour des gens de d'autres groupes, là, de la population. Fait que ça aussi, je pense que ça a été un coup de cœur, mais sans trop s'éterniser Ouais. là-dessus, je peux vous dire que c'est pas les visites qui ont manqué, puis je me fais toujours un devoir, c'est important pour un député, si on veut être connecté avec le terrain, il faut qu'on y aille. Ouais. Puis je vous ai nommé quelques visites que j'ai eues. Euh, voilà. Parfait, ben super. Content que tu aies passé un bel été avec nous. Là, je vais revenir sur, en fait, il y a plusieurs dossiers chauds à Ottawa présentement, mais il y en a deux particuliers qui nous touchent. Là, on n'en parlera pas vraiment parce qu'on en a reparlé dans une entrevue, mais il y a le Ouais. bois d'œuvre. Mais on va y revenir dans une autre entrevue. Ça va être surveillé sur les ondes de la TVC. Mais je veux aussi qu'on parle de Post Canada parce que même si ça a repris un peu du service présentement, il y a encore des moyens de pression. C'est pas encore réglé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Bon, encore une chose pour bien comprendre, là, parce que c'est un dossier qui est parfois un peu complexe, mais donc il y a un conflit de travail qui existe depuis les 2 dernières années à Post Canada. Donc le parti donc patronal, la partie patronale et les employeurs s'entendent pas. Il y a des négociations. Et là, on a vu au mois de septembre, le gouvernement s'est immiscé là, brutalement dans les négociations. Ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement a fait une sortie publique par l'entremise de son ministre, là, le ministre des Services publics et de l'approvisionnement. C'est lui, on peut dire, qui gère Post Canada. Malgré que Post Canada, il faut le dire, c'est une société là, de la couronne qui est indépendante du gouvernement, mais qui est financée par des taxes, des impôts. Et là, lui a dit, bon, on veut arrêter le service de livraison à domicile. Euh, donc, ça a engendré vraiment, on peut dire, une grève générale. Ça a engendré vraiment. Donc, une des deux parties s'est braquée d'un côté parce qu'il a dit, regarde, on est déjà en négociation parce qu'on pense perdre des emplois. Fait que qu'est-ce que ça a fait? C'est que donc, le syndicat puis les travailleurs ont décidé d'arrêter les négociations. Donc là, ça a amené à la grève générale qu'on a connue dans les dernières semaines. Bon, là, depuis ce temps-là, les choses ont évolué. Il y a eu une reprise, là, notamment de la livraison. Mais il faut se le dire, là, ça a été très difficile. Là. Une interruption de service partout au Québec, partout au Canada, ça a eu un impact réel sur l'ensemble de la population, là. Donc, ça a créé un sentiment d'incertitude aussi, particulièrement chez les personnes aînées, les personnes plus Mhm. vulnérables, en situation de handicap, même, puis les gens dans les régions. Les gens sont attachés à leur service postal, il faut se le dire. Euh, Puis c'est pas la première fois dans l'histoire là, du Canada que ce genre de situation-là arrive. Je ramène un peu plus loin, là, mais dans les années 90 aussi, là, il y avait eu beaucoup de manifestations dans notre région, au Bas-Saint-Laurent, puis partout dans les régions du Québec pour dire regarde, on veut garder nos services postaux. Donc, chez nous, au Bas-Saint-Laurent, faut se le dire, là, la livraison de courrier est pas toujours simple non plus. Là, Non, ça, il y le a beaucoup de volume. rangs, il faut aller porter ça dans les boîtes aux lettres. Mais là, ça, c'est un service qui va, dans le fond, qui voit peut-être disparaître selon le gouvernement. Tu sais, il y a aussi qu'il y a beaucoup de bureaux de poste dans des petits villages là, qui desservent peut-être Oui. moins de 500 habitants. Tu sais, c'est-tu des choses qu'on peut s'inquiéter un peu de voir disparaître?
Ouais, oui, moi, je suis réellement préoccupé. Je l'ai exprimé déjà publiquement dès l'annonce du gouvernement. Juste pour mettre les choses en contexte, c'est important. Dans beaucoup de municipalités, là, les livraisons de courrier se faisaient déjà aux 2 jours. Donc, c'est pas vrai que c'était au quotidien. La situation était déjà difficile aussi pour les usagers puis pour les travailleurs. Pour différentes raisons, là, le gouvernement, c'est sûr qu'il tente de rentabiliser Post Canada, ce qui n'est pas le cas. C'est pas mal l'argument utilisé par le gouvernement. Mais là, présentement, faut se le dire, là, je veux quand même ramener sur les impacts aussi. Là. Il y a des gens qui attendaient là, des chèques là, par la poste. C'est pas tout le monde qui fonctionne avec des dépôts bancaires. La distribution de médicaments, notamment à l'extérieur des grands centres. Juste pour insister là-dessus, pour dire que tu arrêtes tes services postaux du jour au lendemain, c'est pas facile. Pourquoi on est arrivé jusque-là? C'est que le gouvernement, encore une fois, s'est un peu immiscé dans le conflit de travail, puis c'est ça qui a provoqué ça. Ce que nous, on dénonce, c'est qu'il n'y a pas eu de consultation. Puis là, j'en arrive à la réponse à la question, c'est-à-dire, effectivement, si le gouvernement veut arrêter le service postal en livraison, puis il veut arriver avec des boîtes communautaires comme on le connaît déjà dans les grands centres urbains, je peux vous donner un exemple. À Rimouski, il y a certains quartiers maintenant qui sont desservis avec des boîtes postales. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des bureaux de poste qui vont être fermés dans les municipalités? Il y a des emplois qui vont être perdus parce que là, il n'y a plus de facteurs qui vont à domicile. C'est toutes des choses qui nous préoccupent puis qu'on n'a pas encore les réponses aujourd'hui. Puis que moi, ce qu'on souhaite au Bloc québécois, c'est qu'il y ait une réelle consultation de la part du gouvernement avec qu'est-ce que veut la population, qu'est-ce que veulent les élus locaux. Je pense que c'est important. Le service public, là, ça nous appartient à tout le monde. On l'a payé, on l'a construit. Bon, maintenant, on nous dit, on a perdu des parts de marché, parce que c'est pas mal ça. Encore une fois, je tente d'expliquer la situation des deux côtés. Le gouvernement dit, c'est plus rentable, on perd 10 millions par jour. OK, mais c'est parce que ça date pas d'hier, là, cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années? Ce qu'on remarque aussi, c'est que, bon, on connaît les grands joueurs de ce monde, Amazon, il y a d'autres services de livraison qui existent, là, en dehors de Post Canada. Donc, il y a eu une perte aussi de part de marché de la part de Post Canada. Donc, il faut qu'on réussisse à être créatif là, puis se réinventer. Donc, moi, ça, j'y crois aux services postaux, mais on comprend, c'est pas à n'importe quel prix. Donc, il va falloir trouver un peu l'équilibre dans tout ça. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement d'avoir le plan. Lorsque l'annonce a été faite au mois de septembre, le gouvernement a dit qu'elle allait déposer dans les 45 prochains jours un plan, là. C'est ce qu'on attend en date d'aujourd'hui encore. Mais tu sais, je veux vous le dire, là, Post Canada, là, c'est 55 000 travailleurs. Là. Donc, il y a des gens, là, des mères, des pères de famille qui se trouvent encore un peu dans l'incertitude aujourd'hui, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir conserver leur emploi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que c'est ça. Le gouvernement prenne ses responsabilités, assume un leadership, puis que aussi s'assure que les parties prenantes là, puissent avoir une réelle négociation. Puis aussi, ben, qu'on consulte encore une fois la population puis les acteurs en place pour trouver des solutions, pour moderniser Post Canada. Parce que même moi, le premier, je peux l'admettre, il faut moderniser le service postal, mais ça se fait pas sur le dos des régions, ça se fait pas sur le dos des personnes les plus vulnérables. Encore une fois, je le répète, c'est un service public. Il faut juste qu'on trouve notre compte là-dedans. Puis si on commence à calculer, c'est les services publics sont rentables ou pas, je pense qu'on peut faire la liste. La liste est assez longue. Super. Ben, écoute, Maxime, j'aimerais ça parler de bien d'autres sujets. Il y a les chauffeurs Inc., entre autres, puis tout. Ouais. Mais malheureusement, si on fait ça, on va passer toute la fin de semaine ensemble. Puis je vais te laisser aller à tes autres occupations. Fait que je te remercie vraiment d'être venu nous voir. Puis si jamais il y a d'autres dossiers chauds qui concernent la Matapédia, on se reparle. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci, Maxime. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. J'ai reçu Caroline Pelletier, responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons, qui s'est vu décerner le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollar Morin. C'est une belle reconnaissance pour son implication dans la communauté. On va prendre quelques minutes pour qu'elle nous raconte son expérience. Bonjour Caroline, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer par te dire félicitations pour l'obtention de ton prix. Je veux savoir comment tu t'es retrouvé en nomination pour recevoir ce prix-là, cette reconnaissance-là. Là. Est-ce que tu savais à l'avance que tu avais été soumis pour être la lauréate ou... Ben, en fait, j'ai reçu un courriel de la directrice générale de Lac-aux-Saumons qui m'a dit « Félicitations, tu es en nomination ».
Et là, j'ai fait, de quoi qu'il est question? Donc là, j'ai défilé dans les courriels pour voir que mon nom avait été soumis à l'URLS du Bas-Saint-Laurent pour représenter, dans le fond, le Bas-Saint-Laurent là, au prix de l'art Morin. OK. Donc, c'est comme ça. Puis après ça, je me suis posé la question, c'était quoi ce prix-là? Fait que j'étais comme contente. J'ai fait, mais là, t'as peu, je connais pas. Fait que là, je suis allée voir. Parce que, d'entrée de jeu, quand on fait du bénévolat, on le fait pas pour être reconnu. Non, on le fait pas pour paraître, là, parce que là, cette semaine, il y a eu beaucoup de parutions. J'ai dit, mon Dieu, ma face est partout. Ouais. Mais on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Puis, c'est ça. Donc, je suis allée voir c'était quoi. Puis, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est une belle nomination. C'est au niveau national. C'est comme dans les plus beaux prix là, qu'on peut recevoir. Là. Donc, j'étais très, très flattée. Tu faisais pas du bénévolat en disant « Un jour, je vais l'avoir, le prix de l'art Morin. » Non, mais là, à cette heure, je suis très fière. Là. Non. Puis, comment tu as vécu ta journée lors de la remise du prix? Là? Comment c'est où que t'es allé? C'était-tu à Amqui? C'était pas à Amqui, c'était à Québec. C'était à Québec, c'était à l'Assemblée nationale. Puis, dans le fond, tout est, je veux dire, chronométré. Là. Je veux dire, à telle heure, il fallait être au Château-Laurier. À telle heure, on prenait la navette. Ouais. Là, c'est très drôle. Une navette pour aller à l'Assemblée nationale, ça se fait en 3 minutes sur Google Maps à pied. Là. Donc, avec le trafic de Québec, ça a pris 15 minutes, mais c'était l'important, c'était de garder toujours le groupe ensemble. J'imagine là, que c'était ça. Donc, on a fait un petit tour d'autobus. Puis après, ils nous installent dans une salle. On a des délégués qui viennent nous voir. Donc, la ministre prend vraiment le temps de venir nous serrer la main. Puis, dans le fond, je savais pas trop ce qu'il fallait dire. Donc, là, ils ont dû trouver que j'étais verbomoteur parce que là, j'ai tout expliqué pourquoi j'étais là. OK. Donc, il y avait les représentants aussi des URLS. En tout cas, il y avait quand même beaucoup de gens. Là, donc, on a jasé pas mal. Puis après ça, on est orienté là, vers l'Agora de l'Assemblée nationale. C'est là que s'est passée la remise des prix. Puis... ça, c'était vraiment, là, aussi, c'était vraiment sur la coche. On avait quelqu'un qui animait de façon quand même très structurée. On était... nous avait demandé de regarder, parce qu'on recevait des honneurs, donc de regarder la personne qui nommait ce qu'on avait fait. Fait que ça, on avait été préparés. Puis, parce qu'au début, ils présentent quand même tout le monde. Fait que tu te dis, ça va être long un petit peu. Mais non, c'était vraiment super bien coulé. Ça a été une belle cérémonie. Puis après, on avait un petit mou de pomme avec des petites bouchées fancy. Fait qu'on a profité. Ben oui. C'est un peu comme une grosse fête des moissons, mais à Québec. À Québec, oui, à Québec. Je veux aussi que, dans le fond, toi, tu es très impliqué à la bibliothèque, là, à la Côte-Saumon. Oui. On s'entend que c'est pas la bibliothèque qui prend le plus de ton temps, c'est toutes les activités autour de la bibliothèque, j'imagine, parce que tu organises beaucoup d'affaires. Je me demande, qu'est-ce qui te motive vraiment à t'impliquer dans la communauté comme ça, dans ton village? Oui, ça part de loin. Moi, j'ai fait un retour dans la région en 2019. Puis là, quand je suis arrivée, à un moment donné, tu fais comme, OK, moi, j'ai pas de 4 roues, j'ai pas de skidoo. Fait qu'on dirait que j'avais pas... j'ai comme, comment on va s'occuper un peu? Puis quand tu arrives de la ville comme Sherbrooke, je veux dire, samedi matin, tu te lèves, hey, t'as envie d'aller au musée? Ben on va au musée. T'as envie d'aller à Montréal visiter des trucs? Ben c'est pas très loin, on embarque, puis on y va. Puis bon... Puis là, je me disais, mais communautaire, oui, mais je veux dire, culturellement parlant, tu sais, je trouvais que peut-être il y avait des choses qu'on pouvait faire. Ouais. Là, c'était de trouver la bonne porte, finalement. Ben puis là, ça n'a pas été long. J'ai vu que la bibliothèque était... ils recherchaient une bénévole. OK. Puis au départ, c'était bénévole pour le comptoir prêt. Et puis là, on m'a demandé, tu veux-tu être responsable de la bibliothèque? Parce que, dans le fond, celle qui était là quittait. Puis, ça représentait... Pas tant de temps, là, parce que c'était plus au niveau du livre là, c'était centré là. Ouais. Puis là, quand j'ai rencontré le réseau biblio, la municipalité, j'ai compris que ça pouvait être plus vaste. Ouais. Puis au niveau, c'était Karine Dosti qui était directrice générale. Okay. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, je peux-tu faire ce que je veux? Là? On va faire des tests, voir qu'est-ce qui marche pas. Puis Karine, elle m'a dit, vas-y, la municipalité va suivre. Puis là, finalement, c'est ça. Je le nomme parce que je suis vraiment chanceuse parce que la municipalité a toujours été là pour soutenir, supporter. Puis, tu sais, des fois, j'arrive avec des idées puis je suis sûre que le monde doit faire « Aïe, où c'est qu'elle s'en va avec ça? » Mais on fait des tests. Puis là, ce qui marche, on le refait. Ce qui marche pas, on le laisse tomber, mais au moins, on l'aura essayé. Puis on l'aura offert. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est que si on n'offre rien, on n'aura rien. Puis tout ça aussi, j'ai 4 enfants. Donc là, je me disais...
faut que je leur trouve des activités. Donc, du sport, il y en a, mais dans le culturel, on en avait un petit peu moins. Donc, on a développé de ce côté-là, d'où l'implantation de la ruche créative dans la bibliothèque. Puis là, c'est tout le temps, je veux dire, une petite boule de neige qui devient plus grosse. Puis j'ai une équipe qui a plein d'idées. Fait que souvent, on commence avec des idées grosses de même, mais ça finit qu'on fait des gros événements. Puis, oui. Il y a beaucoup de spectacles, avec la salle multifonctionnelle aussi, il y a beaucoup de possibilités. Là, une chance, j'ai la salle multifonctionnelle parce que la bibliothèque, des fois, j'étais un petit peu restreinte. Là. On a déjà rentré une 40aine de personnes pour une conférence. C'était serré. Ben oui. Puis, tu sais, les activités qu'il y a à la bibliothèque, il y a du monde de partout dans la vallée qui viennent parce que il y a vraiment un engouement parce que justement, tu mets beaucoup de temps là-dedans. Puis, je pense que tu cernes bien les activités à choisir parce que j'entends beaucoup de monde d'Amqui, du moins, qui vont à la bibliothèque. Ma fille, je pense qu'elle y a déjà été aussi avec sa grande amie. Oui, puis dans le fond, nous, on s'est fait connaître un peu avec la pandémie parce que tout fermait. Puis, tu sais, même des fois, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, que ça serait plus facile de mettre la clé dans la porte puis attendre que ça passe. Mais là, non, j'étais comme, non, les gens ont besoin. Puis, on a continué. Puis là, je m'arrimais avec la santé publique. Je suis correcte si je fais ci, si je fais ça, port du masque. Puis je sais que ça a fait jaser parce qu'à un moment donné, j'ai eu des félicitations qui disaient, on a tous regardé tes photos. Tu sais, c'est correct, tu respectes le 2 mètres. Là, j'étais comme, oh boy, tu sais, on est surveillés quand même. La pandémie, c'était quelque chose. Mais on a continué. Puis, on a eu des gens de Rimouski qui sont venus faire des activités parce que la peinture, ils s'en faisaient plus à Rimouski. Il y avait, tu sais, c'était cessé. Donc, on se disait, ça vaut la peine. Puis, les gens avaient les yeux brillants parce que là, des fois, ils revoyaient la famille dans des activités à l'extérieur alors qu'ils n'avaient pas le droit de les voir chez eux. Non, c'est ça. Fait que là, ça faisait, c'est ça, je pense que ça a maintenu, je veux dire, la santé mentale en place pour bien du monde. Puis, on a toujours poursuivi. Puis, c'est ça. Puis des idées, on en a encore en masse. Je voudrais savoir aussi si c'est important pour toi de souligner, de reconnaître le travail des bénévoles, là. Surtout dans le domaine du loisir, du sport, de la culture. C'est de quoi qu'on voit peut-être un petit peu moins parce qu'on voit beaucoup, comme on parlait tantôt, les lions, des affaires comme ça qui vont dans les soupers. Il y a beaucoup de représentations, mais il y a beaucoup de bénévoles aussi en arrière, des activités qu'on ne voit pas nécessairement toujours. Puis il y a beaucoup d'heures là-dedans. Là. Il y a vraiment beaucoup d'heures, puis il y a vraiment du bénévolat à tous les niveaux. Fait que oui, c'est important de reconnaître. Puis, comme ce prix-là, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi moi? Tu sais, je comprends que je représente la bibliothèque puis que je sais qu'elle fait jaser quand même, là. Mais, tu sais, j'ai des gens avec lesquels je fais du bénévolat qui en font, ça fait des années et des années, puis qui ont un horaire quasiment de ministre parce qu'ils font que du bénévolat, mais ils sont toujours là. Fait, mais tu sais, moi, j'essaie dans ma façon d'être, dans le fond, à la bibliothèque, de mettre de l'avant ce qu'ils font, les bénévoles. On se fait un petit repas à la fin de l'année, mais pendant l'année aussi, moi, je vais les remercier parce que s'ils n'étaient pas là, je ne pourrais pas faire tout ça. Non, c'est ça. Puis, puis l'important, je trouve, le bénévolat, moi, la façon de l'offrir, c'est tu as du temps, voici tout ce que tu peux venir nous aider. Si tu n'as pas de temps, c'est pas grave, tu en donneras plus tard. C'est pas parce que tu donnes qu'une heure dans l'année, tu as donné une heure, pour moi, tu es un bénévole qui a autant d'importance que ceux qui en donnent beaucoup parce que quand on a eu besoin, tu étais là. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai une grande équipe. J'ai un noyau dur qu'on voit peut-être plus souvent, mais quand on fait des événements, là, je vais relâcher je peux pas lâcher, c'est peut-être pas le bon mot, mais je vais écrire sur notre petit groupe disant, j'ai besoin de gens au guichet, j'ai besoin de ça. Puis là, les mains se lèvent, puis good. Fait que moi, je monte mes équipes selon les activités qu'on a à faire. Puis, je pense que c'est ce qui fait aussi que les bénévoles apprécient, puisqu'ils sont pas, je veux dire, enchaînés à des postes. Non, c'est ça, exact. Ils font ce qu'ils ont envie. Puis il y a plusieurs choses. Il y a les livres, il y a les événements, il y a les activités. Ils peuvent choisir. Mais c'est ça. Je pense que oui, c'est important de reconnaître. Puis souvent, je le dis, je pense qu'il ne faut pas que je le dise, mais je vais le dire pareil. Le lac au saumon, sans les bénévoles, il serait peut-être pas aussi dynamique qu'il peut l'être aujourd'hui. C'est le cas dans beaucoup de villages de la vallée. Là, on voit où il y a beaucoup plus d'implications, ce qui est un petit peu moins. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a le plus de vitalité. J'aimerais savoir aussi si, un petit mot de la fin, si tu avais un petit message pour ceux qui s'impliquent déjà ou qui voudraient s'impliquer, qui voudraient vraiment
vitaliser un peu la région, là. C'est quoi tes suggestions? C'est un mot d'encouragement. Un mot d'encouragement. Ben, c'est sûr que à tous ceux qui s'impliquent, je dirais merci, parce qu'on a besoin de tout ce beau monde-là. Puis ceux qui hésitent, ou je pense, c'est de se laisser la chance d'essayer. Puis souvent, je comprends qu'il n'y a pas de sous qui vient en bout de la ligne et tout ça, mais la reconnaissance, on l'a par les expériences que les gens vivent. Puis quand ils partent, puis qu'ils sont super heureux, ben ça, c'est notre paye. Fait que des fois, ça prend pas grand-chose. Puis on se dit, mais mon Dieu, on a changé la vie de quelqu'un aujourd'hui juste parce qu'on était là puis on a offert. Fait que le bénévolat, c'est quelque chose qui... Ben, on dit ça vient du cœur, hein? Fait que c'est dans les émotions qu'on va vivre beaucoup au travers le bénévolat. Merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La caserne des jeunes de Lac-aux-Saumons célèbre ses 20 ans. On en a profité pour aller les visiter pendant les portes ouvertes qui a eu lieu le 25 octobre dernier. On s'est entretenu avec Danielle Bélanger, qui est la directrice depuis 19 ans, et aussi avec Francis Saint-Laurent, qui est un membre fondateur de la caserne, qui nous explique toute l'historique donc de la caserne, du bâtiment, qui est quand même pas très jeune, qui est patrimonial d'ailleurs. On en parle dans l'entrevue. On regarde ça. Francis Saint-Laurent, c'est toi qui as commencé ça, la caserne des jeunes. Tu as été derrière. Dis-toi, il y a une organisation un peu, mais c'est toi qui es encore là depuis le début de la caserne des jeunes. Mais j'aimerais ça commencer par savoir, la bâtisse qu'il y a derrière nous, ça date de quelle année? Ça a l'air quand même, c'est pas jeune, là. C'est une bâtisse assez particulière. C'est ce qu'on appelle une caserne à beffroi. Oui, parce que c'est des pompiers qui avaient là-dedans, là, à la base. Là. C'était des pompiers qui avaient là-dedans, à la base. Oui, c'était... Parce que la tour, elle avait différentes fonctions, entre autres pour pouvoir accrocher les tuyaux pour qu'ils sèchent. Oui. Puis en haut, il y avait aussi une sirène. OK. Des fois, mettons qu'il y avait des couvre-feux ou bien quelque chose à annoncer. Okay. Il y avait une sirène dans le haut de la tour pour avertir la population. Mais pour répondre à ta question... En quelle année? On n'a pas exactement l'année précise, mais on sait que c'est probablement vers la fin 1920, probablement ou début des années 30, là, environ. C'est probablement un des derniers exemples au Québec d'une caserne comme ça, parce que c'est un bâtiment municipal. OK. En plus d'être pour les pompiers, ça servait aussi pour au niveau du conseil municipal. Parce qu'en haut, c'était la salle du conseil. Ah oui? Oui. OK. Puis en bas, ben en réalité, c'était modifié, mais c'était comme c'était le garage. C'est sûr, dans ce temps-là, il n'y avait pas des gros camions, non, tout ça. Mais c'était le garage qui était en bas. Puis qu'il y avait, mettons, un incendie, bien, c'était des pompiers volontaires, bien, c'était aussi leur caserne. OK. D'où le nom. Mais au départ, pour la mémoire des jeunes, bien, qu'on appelle encore mémoire des jeunes, mais c'est le terme général, mais... C'était avec Action Jeunesse de Lac-aux-Saumons. Oui. Qui était là au départ, on faisait des spectacles pour les jeunes. Oui. Après ça, on a fait aussi pendant 15 ans une coopérative jeunesse de service, JS. Oui. Mais le troisième projet, c'était d'avoir un lieu de rassemblement pour les jeunes. OK. Puis, c'est que ça, parce que l'organisme a commencé en 2002, mais c'est qu'en 2006 qu'on a réussi à avoir tous les éléments favorables, le financement pour commencer à engager quelqu'un à chaque année. OK. Puis après ça, on a créé un organisme à part dédié. Puis là, on s'est dit, vu qu'on est dans une caserne, pourquoi pas l'appeler la caserne des jeunes de Lac-aux-Saumons. Là, ce bâtisse-là, c'est-tu patrimonial aujourd'hui? Oui, il est reconnu par le ministère de la Culture et des Communications. Puis là, quand on a parlé de commencer la caserne, est-ce qu'on sentait qu'il y avait un besoin dans le village de rassembler les jeunes dans un endroit sécuritaire? Oui, parce qu'on l'avait vu aussi à l'été 2005, c'était la première édition de la CJS. Veux pas, c'était en bonne partie la même clientèle. Mais oui. Puis ça avait été demandé. C'est le fun l'été, mais on aimerait ça avoir une place durant l'hiver, durant l'année scolaire. Fait que l'année d'après, on a réussi à ramasser tous les éléments nécessaires pour ouvrir. Donc, cette année, c'est la 20e saison d'ouverture consécutive de la Maison des jeunes. Puis, j'imagine que
le flot de jeunes, excusez-moi, je cherche le mot en français, mais le débit, on va dire, de jeunes. C'est toujours variable. Un petit peu, ouais. Parce que ça dépend, c'est des générations. Là. Ouais. Ils peuvent venir, mettons, à 12-13 ans, puis à venir jusqu'à 16, après ça descend. Puis c'est souvent en up and down. Ouais, ça monte, ça descend. Ouais. C'est par vague, on pourrait dire. Par vague, oui. Si on veut un terme plus français. Oui. Mais c'est ça, il y a toujours un renouvellement qui se fait là, au fil du temps. C'est-tu un challenge un peu de pouvoir maintenir cette bâtisse-là qui est quand même presque centenaire? La municipalité a investi beaucoup là, depuis les dernières années, entre autres pour tout repeinturer le bâtiment. Puis en dedans, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de la cuisine, au niveau, il y a de la peinture qui était refaite, l'électricité. La municipalité a beaucoup contribué au maintien du bâtiment, qui est quand même, comme je disais, pas mal un des seuls au Québec d'un exemple de caserne de Beffroi. Ben oui. Puis, comme on peut voir, on voit les lettres Lion. Ben oui, c'était la bâtisse des... Ouais, ça appartenait aux Lions à la base. Jusqu'au début oui. Ouais. Mais pas à base, là, c'était une caserne. Un peu mais plus éventuellement, c'est devenu les Lions qui étaient propriétaires. C'est ça, parce qu'au début 80, mais la municipalité a fait la construction d'un garage plus grand, bien sûr, sur le terrain ou le terrain de balle. Oui. Puis vu que la caserne était devenue inutilisée, mais entre-temps, en 84, il y a eu le Club Lion de la Côte-Saumon qui était fondé. Fait qu'eux autres ont acheté le bâtiment de la municipalité, puis ont fait des aménagements intérieurs là, qui a servi plus tard pour la Maison des Jeunes, avec une cuisine, puis des choses plus conviviales. Fait que mais puis c'est grâce aussi en partie un peu au Lion, c'est qu'il y a une suite. Là. Les Lions nous ont proposé de pouvoir prendre la bâtisse, mais la bâtisse a été vendue quand même à la municipalité. Mais les fonds restants du club avaient aidé là, au démarrage de la Maison des Jeunes. Ah, c'est dommage fun. Fait qu'il y avait une passation qui s'avait faite, là, une aide. Fait que sans les Lions, peut-être que ça serait peut-être plus là. Parce que, tu sais, probablement. Si la municipalité n'aurait pas eu d'intérêt à maintenir la bâtisse, ça aurait pu partir en décrépitude assez rapidement. Oui, le Club Lion a contribué au maintien du bâtiment. Puis après, vu qu'une des missions du Club Lion, c'est la jeunesse, fait que ça cadrait bien dans leur mission. Bon, super. Merci, Francis. Ça fait plaisir, Carl. Salut, Daniel. Merci beaucoup de nous rencontrer. Ça fait quand même 19 ans, je pense, que tu es directrice de la caserne. Tu n'as juste pas été là la première année, puis c'est tout. Il ne m'avait pas connu, peut-être pour ça. Oui, c'est pour ça. Je veux savoir, toi, premièrement, comment tu as appris ça? T'avais-tu une expérience avant de venir travailler ici avec les jeunes? Bien, il y a des années avant, j'avais travaillé dans la Maison des Jeunes du village où je restais. Je l'avais fait pendant 1 an. Ça m'avait comme un peu développé d'être avec les jeunes et tout ça. Puis après, l'année après, j'ai travaillé pour le centre communautaire de mon village. J'ai fait ça pendant 2 ans. Puis mais là, encore plus, là, je faisais quand même les rapports avec les jeunes et tout ça qu'on avait. Puis là, une année, j'ai vu sur Tremplin Travail, je crois que j'avais vu une annonce qui voulait avoir une animatrice. Je vais aller rencontrer. J'ai été rencontrer Francis à l'époque, qui est toujours là encore. Puis Francis, il dit OK, go, on le fait 1 an, on va voir. Puis l'année qui a suivi, ils ont développé des bourses et des choses comme ça pour m'aider. Pour le salaire. Ça fait pas partie du regroupement de Maison des Jeunes. Non, comme, on est municipal dans le fond, si je le dis dans mes mots. C'est même la municipalité qui paye mon salaire maintenant, fait que ça a développé de ce côté-là. Puis y a-t-il quand même une bonne réception chez les jeunes? Je te dirais que les premières années, Carl, c'était des fois jusqu'à 30 jeunes que j'étais toute seule. On était on est 2 étages. Maintenant, on n'avait pas de la boue dans le toupette, on dira pas ça, mais les jeunes avaient de la discipline. Fait que c'était facile en ce moment-là de faire la discipline à la Maison des Jeunes. Que maintenant, la relève est un petit peu moins. Je te dirais, quand j'ai une dizaine de jeunes, là, c'est dans la même soirée. C'est quand même encore très bon, là. Si on regarde pour la grosseur du village, là, 10 jeunes. Oui. Si on regarde, moi, je suis un peu au courant des autres Maisons des Jeunes, puis c'est une bonne moyenne quand même. Oui, c'est ça. Avec la porte ouverte qu'on fait aujourd'hui, les anciens pouvaient venir faire le tour et tout ça. Fait que ces jeunes-là, ça fait drôle parce qu'ils ont des enfants. C'est ça qui est vraiment génial. Oui. Et est-ce que vous avez fait un peu de recrutement des fois, mettons, à
à l'école primaire? Oui, ou quoi? à chaque fois que je vais ouvrir la Maison des Jeunes, là, que la semaine après, là, je me rends à la Maison des Jeunes. Je me rends à l'école. À l'école, oui. Puis je donne des pamphlets, puis je les invite justement à une porte ouverte comme aujourd'hui qu'on fait. C'est fun. Au fil des années, as-tu vu des problématiques un peu plus, ou juste une évolution? Comment tu vois ça, les jeunes, quand tu as commencé versus là? Ça fait quand même 19 ans. Ah, ben la discipline. Ben la discipline a toujours été là. Ouais. Moi, je ne laissais pas ça. Ouais. Ils lisaient les règlements, ça allait quand même bien. Je te dirais, j'ai pas de problématique en général. Dans 19 ans, c'est peut-être rare, mais oui, moi, ça a très bien été. J'ai des familles, des jeunes qui viennent, qui ont de la discipline à la maison, fait qu'ils sont faciles de le faire ici aussi. Super. Bon, mais c'est super. Mais Crime, je te souhaite encore un autre 19 années si ça te tente. Ben, Colin, je sais pas, parce que j'arrive loin, là, après 19 ans. Moi, j'ai rencontré la Maison des Jeunes. J'étais quand même pas jeune, j'avais pas 20 ans, mais j'aime ça encore. C'est une passion pour moi. J'ai une autre question comme ça qui me pop en tête de même. J'en ai vers la fin, mais j'ai une autre question qui me vient. C'est-tu compliqué aussi des fois à un moment donné de réussir à faire des activités avec les jeunes, que tout le monde aime l'activité le plus possible? Bien, en fait, j'ai développé... Ça se craint un peu les uns les autres des fois peut-être? Oui, mais moi, j'ai développé aussi d'avoir un comité de jeunes. Tu sais, mes jeunes qui viennent le plus souvent, là, ben, je les intègre à faire l'autofinancement, on fait plein de choses ici. Je donne des cours culinaires aussi aux jeunes, leur montrer comment faire à manger. Puis on fait aussi parfois le vestiaire. Il y a des gens qui organisent, puis c'est nous qui fait le vestiaire. Fait on va chercher l'autofinancement, puis on fait aussi du bénévole. On fait des dessins dans le temps de Noël. Fait que mes jeunes du comité, c'est important d'avoir intégré ça. Puis as-tu un message aux jeunes Semonois qui voudraient venir, je sais pas si c'est le bon terme, Semonois, Francis me confirme que oui, qui voudraient venir à la Maison des Jeunes, mais qui n'osent pas? Ben écoute, moi, je suis ouverte. Je suis une personne qui, je pense pas, je mords pas personne. Fait que la plupart des jeunes me connaissent sur d'autres sujets l'été qui me voient. Fait que d'après moi, je suis assez facile d'approche. Puis moi, tant que les jeunes, ils suivent les règles puis qu'ils ont du plaisir, c'est ça le plus important. Super. Merci beaucoup, Daniel. Merci. On termine ce reportage sur une visite des locaux, tout en écoutant le témoignage de jeunes qui fréquentent la caserne des jeunes de Lac-aux-Sabons. Moi, j'aime beaucoup venir ici parce que c'est justement, on se rejoint entre amis. On vient les soirs après notre journée d'école, c'est là qu'on peut relaxer entre amis, puis oublier l'école la journée d'école qu'on a eue. Puis même des réunions pour faire des travaux. Ouais, moi je viens souvent ici pour faire mes devoirs d'anglais parce que je suis pas très bonne puis que mon ami m'aide. Puis sinon j'aime beaucoup venir ici pour faire des projets genre dessiner, faire de la peinture avec mes amis. Souvent c'est pour voir les amis, pouvoir s'amuser, avoir un endroit calme où qu'on peut s'amuser. Moi j'aime beaucoup les cours culinaires qu'on faisait l'année passée, c'était vraiment le fun. Moi les soirées cinéma, parce que ça pouvait être en même temps des films d'horreur, mais beaucoup de monde avait peur. Ben moi, je trouvais ça drôle. Moi, je suis quand même beaucoup à écran. Je suis souvent dessus. Puis quand on est à la Maison des Jeunes, il n'y a pas forcément... Bien sûr, il y a la télé, puis on a nos téléphones, mais souvent, on va faire d'autres choses. Admettons, on va aller monter en haut, on va faire des activités. Il y a des jeux de cartes, il y a des jeux de société. Fait qu'on fait souvent ça ici. Moi, je suis quand même beaucoup... Mes parents me le disent souvent. Mais je suis en train d'essayer de diminuer pour passer plus de temps avec mes amis. Puis en venant ici, ben c'est sûr que des fois, je suis plus dessus parce que faut que je règle des trucs avec mes parents puis tout, puis j'organise des choses. Mais sinon, comme quand que je commence à faire de la peinture avec une de mes amies, ben je lâche mon téléphone, puis on fait juste ça. Puis qu'est-ce que vous diriez, vous, aux jeunes qui voudraient venir ici mais qui n'osent pas? Ben, venez, on vous jugera pas, on fait rien. On est juste là pour s'amuser, nous autres. Puis c'est ça. Ouais. Puis s'ils veulent venir, ben c'est correct. Puis pour nous, c'est plus le fun parce qu'on est tout le temps la même gang qui vient souvent. Fait que ce serait le fun d'avoir plus de monde qui vienne. Puis on pourrait peut-être plus faire d'activités qu'on en fait déjà. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube.
Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. N'oubliez pas que ce week-end, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. On recule l'heure. Donc, si vous arrivez au bingo, qui est d'ailleurs, la carte est à 1000 $, si vous arrivez une heure d'avance au bingo, ça se peut que vous n'ayez pas changé votre heure. Donc, regardez vos horloges pour être sûr de ne pas vous tromper. Puis, on se revoit la semaine prochaine.